Restent les affaires troublantes, les cas inexpliqués. Et n'en déplaise aux sceptiques, ils existent bien. Plus d'un quart de ces dossiers ne trouvent pas d'explication. 2 d'entre eux ont retenu notre attention. Ils sont systématiquement repris dans les dossiers du CNES et dans la littérature ufologique. Le cas du vol Air France, en 1994. Jean-Charles Duboc, commandant de bord, a observé un ovni. Il n'avait surtout pas une forme d'avion, hein. Ça n'avait rien à voir. Ça avait quelle forme? Ça avait une forme de lentille, gigantesque lentille. Hein. Concrètement, ça avait une forme de soucoupe en fait. Ça avait, ouais, comme on dit, une forme de soucoupe, volante, rouge sombre. Hein, ouais. Très curieusement, les bords étaient flous. Le cas de Trans-en-Provence, en 1981. Renato Nicolai, un retraité italien, a vu un engin de forme ovoïde atterrir dans son jardin. J'ai vu un peu là, comme ça, surpris là, que quelque chose s'est tombé. Je me suis approché, je me suis arrêté sur la plateforme là. Et vous l'avez regardé? Et alors, juste au moment que je l'ai regardé, lui, il est reparti. Grâce à Internet, ces 2 affaires ont fait le tour du monde. Traduit en plusieurs langues, largement commenté par des enquêteurs amateurs. En France, l'affaire de Renato Nicolai a même été reconstituée pour les besoins de la télévision. À grand renfort d'effets spéciaux. Quel est cet engin que Renato a vu le 8 janvier 1981? Jean-Charles Duboc, lui, est un habitué des plateaux. Il faisait encore l'objet de reportages il y a seulement quelques semaines. Les pilotes sont souvent aux premières loges pour constater d'étranges phénomènes. Ça avait à peu près cette forme, comme ça, et donc c'était incliné, j'ai vu ça comme une soucoupe, et c'est mis doucement comme ça. Pourquoi un tel intérêt médiatique? Parce que ces 2 phénomènes aérospatiaux auraient laissé des traces, des preuves matérielles. Une trace au sol que voici photographiée et analysée pour l'OVNI de Trans-en-Provence. Une trace radar enregistrée par les militaires français dans le cas du vol Air France. Ces traces seraient-elles les preuves de l'existence extraterrestre? Lui en est persuadé. Jean-Jacques Velasco est le monsieur OVNI français. Pendant 20 ans, cet ingénieur a dirigé l'étude des phénomènes aérospatiaux non identifiés au CNES. C'est lui qui a enquêté sur les cas de Trans-en-Provence et du vol Air France. L'hypothèse extraterrestre est certainement la plus plausible au regard des cas et des observations que j'ai étudiées et qui font référence à des cas sur lesquels on a vérifié la nature physique des événements. Des preuves tangibles. À quelques mois de la retraite, Jean-Jacques Velasco pense toujours que ces 2 affaires sont exceptionnelles. De l'enquête de Trans-en-Provence, il garde en mémoire chaque détail. Donc le témoin travaille, il est à peu près 16 h de l'après-midi. C'est une magnifique journée de janvier en 1981. Et le témoin va percevoir dans le ciel un petit point brillant de couleur métallique qui réfléchit le soleil. Alors, da là, je l'ai vu juste che si posait per terra, là où il manque un peu d'herbe là, à l'endroit là. Plus de 20 ans après les faits, Renato Nicolai a accepté de nous raconter à nouveau cette journée de janvier. La végétation est plus dense qu'à l'époque, mais son témoignage, lui, n'a pas évolué. Voilà, l'endroit c'est là. Alors là, le jeu que j'ai noté, c'était comme si on prenait 2 assiettes là. On les mettait comme ça. Au-dessous, là, il avait 4 pieds sur un bord. C'était gros comment? C'était là 1,50 m environ d'autour, là, sur 2,50 m le diamètre. Là. Et vous avez pensé aux extraterrestres quand vous avez vu ça? Après là, ils me sont demandé ce que c'était. Après, c'était resté ou non, je ne sais pas. La trace n'est plus visible.
Mais l'herbe est toujours clairsemée à l'endroit où l'engin se serait posé. Il faut dire qu'à l'époque, beaucoup de monde a arpenté les lieux. Gendarmes, journalistes et surtout enquêteurs du GEPAN, avec à leur tête Jean-Jacques Velasco. En fait, on a fait des prélèvements. On a retiré des morceaux de cette croûte à cet endroit. Et ces morceaux ont été analysés par des laboratoires. Voilà les photos de cette fameuse trace. Et les résultats des analyses. Des dizaines de pages rédigées par l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique. Les conclusions sont étonnantes. Elles décrivent un phénomène de grande ampleur ayant entraîné des déformations mécaniques du sol. Les échantillons de végétaux auraient subi un échauffement inférieur à 600 degrés. Le professeur qui a procédé aux analyses tient alors des propos enthousiastes. Lorsque j'ai pu en discuter avec des collègues américains qui m'ont dit qu'au fond, c'était la première fois au monde qu'une étude scientifique aussi complète était réalisée sur un cas d'OVNI au sens général du terme, bien entendu. Donc dans ce sens-là, l'affaire de Trans-en-Provence, c'était bien scientifiquement une première mondiale. Contrairement à ce que on peut penser, c'est pas du tout un chemin, c'est une plateforme sur laquelle cette personne vient de temps à autre avec une voiture, mais en l'occurrence, c'est pas du tout un chemin. S'il y avait un chemin, il y aurait des empreintes de traces de pneus. Alors, je vais jouer l'avocat du diable. Bien sûr, mais il faut. Il passait souvent avec une voiture. Non. Il passait de temps en temps avec une voiture. Non, c'est très rare, très très rare. Il n'y a pas de traces, de pneumatiques au moment précis où l'enquête a été effectuée, il n'y avait pas de traces de pneumatiques sur le sol. Ça, je suis formel. Qu'en est-il du deuxième cas, l'affaire du vol Air France? Jean-Charles Duboc, pilote de ligne, plus de 20 ans d'expérience. A priori, un témoin fiable. Le 28 janvier 1994, il observe avec sa copilote et un steward un phénomène étrange. Donc vous vous souvenez très distinctement de cette journée, hein, j'imagine. Bah écoutez, c'est quand même mémorable parce que voir un engin qui fait entre 4 et 500 mètres de diamètre, hein, en plein jour, au-dessus de la région parisienne, à 10 000 mètres d'altitude, c'est pas tous les jours et dans une carrière de pilote, c'est unique. Retour sur les lieux de son observation au-dessus de Coulommiers, dans la région parisienne. Ça vous fait pas peur? Ah non, bah j'ai toujours un petit peu peur en avion, mais bon, je vais faire. On va essayer de se maîtriser. Hein. Le commandant Duboc est aujourd'hui à la retraite, mais il n'a pas besoin de cours de pilotage. Vas-y, la direction aussi. Et surtout, il ne se lasse pas de raconter sa rencontre du troisième type. 26 demandes, 210 degrés. 70, c'est bon. Oui, c'est bon, c'est parti, super. Et c'était en gros par là, hein, vers nos 10 heures. Il y a eu un steward qui était dans le poste qui est venu, qui a dit « Oh, devant, il y a un ballon météorologique ». Et en fait, c'était pas du tout un ballon météorologique, hein. C'était un truc gigantesque. C'est moi qui l'ai identifié ensuite, c'était incliné à 45 degrés, c'est-à-dire c'est à 10 000 mètres ou 12 000 mètres, c'est beaucoup trop, c'est un coup à décrocher. Hein. Donc c'était pas un avion concrètement? Ah bah c'était pas un avion parce qu'il déjà il serait pas mis une inclinaison pareille. Et puis surtout il n'avait pas une forme d'avion, hein. Ça avait rien à voir. Faut quand même savoir qu'en plus il s'est dématérialisé devant nous quoi. Ça c'est extraordinaire, hein. Il a disparu. L'équipage d'Air France ne souhaite alors pas ébruiter l'affaire. C'est Jean-Jacques Velasco qui va la relancer 3 ans plus tard. Il découvre une trace radar enregistrée par l'armée française à la même heure et dans la même zone que l'observation. Pour lui, voilà la preuve irréfutable que Jean-Charles Duboc dit vrai. C'est quand même surprenant cet objet. Il est observé visuellement pendant 2 minutes, il est observé au niveau du radar pendant 55 secondes, il se déplace entre 182 et 187 km/h, il disparaît soudainement en ayant des formes qui deviennent floues. Je crois que c'est quelque chose que l'on attend tous peut-être, parce que finalement ce serait assez satisfaisant de savoir qu'il y a une autre vie ailleurs dans l'univers. Aujourd'hui, Jean-Charles Duboc est lui aussi convaincu que la trace radar ne correspond pas à ce qu'il a vu. Et ce qu'il s'est passé ce jour-là, il peut facilement l'expliquer.
les derniers avions militaires sont furtifs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas détectables au radar. Et on peut quand même imaginer que des vaisseaux de civilisation extraterrestre sont eux aussi indétectables au radar. Donc avec des radars militaires, mais rien n'empêche, si vous voulez, de créer un écho radar fictif. C'est une démonstration fantastique de puissance technologique aux militaires, de présence pour les Français, pour les Parisiens, il faut aussi le dire, c'est pour ça que je fais la communication, et puis il faut l'admettre, même si c'est difficile à croire. Un écho-radar fictif créé par une intelligence extraterrestre supérieure. On va dire, des êtres venus d'une autre civilisation de la galaxie sont venus à un moment sur Terre. Je ne sais pas si ce sont des êtres, mais en tous les cas, les éléments contenus dans les dossiers qui concernent ces fameux ovnis qui ont survolé en particulier les zones stratégiques nucléaires aux États-Unis, à l'évidence nous montrent qu'il y a des éléments tout à fait crédibles qui nous incitent à penser que nous sommes en présence de quelque chose qui n'est pas de nature terrestre. Jean-Jacques Velasco, merci d'être venu sur le plateau de Pièces à conviction. Les ovnis, sujet tabou en France. Ce qui est sûr, c'est que ce sont souvent les pilotes qui observent ces phénomènes au plus près. Normal, me direz-vous, ce sont les mieux placés, ils évoluent en plein ciel. Nous allons maintenant recevoir sur le plateau Jacques Crine, ancien pilote de chasse, leader solo à la patrouille de France, commandant de bord et instructeur à Air France. Il totalise à lui seul plus de 18 000 heures de vol. Et une nuit, il lui est arrivé de croiser en vol un objet extraordinaire. Jacques Crine, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Il était donc 23 h ce 23 septembre 1975. Vous êtes en exercice sur un Mirage. Que se passe-t-il à ce moment-là? Qu'est-ce que vous voyez? Alors d'abord, il faut rappeler que nous étions deux. Donc deux observateurs dans des avions différents, donc sur des angles et des points de vue différents. Et en fait, nous étions en entraînement en vol de nuit. Et à l'époque, c'était l'avènement du Mirage 3C, l'avènement des radars un peu performants. Donc, alternativement, un avion sur l'autre était amené pour faire un rassemblement au radar, puisqu'on ne voyait pas, donc de nuit, c'est des nouvelles techniques. Et alors les avions étaient éloignés d'à peu près une centaine de kilomètres. L'un était ramené vers l'autre par le contrôleur au sol. Oui. La tête dans son radar pour essayer d'avoir un contact au radar et de faire toute la passe de tir, enfin je veux dire la phase de rassemblement. Et qu'est-ce que vous voyez à ce moment-là? Et alors à ce moment-là, moi j'étais plastron, c'était moi sur laquelle mon camarade s'entraînait, et là je vois passer, quelque chose, on va dire un grand fuselage d'avion, on va imaginer ça comme ça, enfin un grand cigare, avec plein de hublots. Et alors une luminosité à l'intérieur extraordinaire. Je veux dire, on pourrait presque dire la lumière divine, vous voyez, quelque chose de très éclatant. Alors, lumière divine, vous nous dites... On dit ça parce que c'était une lumière blanche extraordinaire et que je voyais à l'intérieur. On vous comprend, on vous écoute et on n'a absolument aucun jugement. On écoute avec beaucoup d'attention ce que vous êtes en train de nous dire. Est-ce que cet objet, il est solide? Est-ce qu'il a une carrosserie? Est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est petit? Il faut savoir que la nuit, c'est très difficile. Il n'y a pas de repère en fait. Alors on peut pas savoir, c'est très difficile de savoir si c'est immense ou petit, si c'est près ou loin. Bon, avec l'accoutumance que nous avions en tant que pilote de chasse, puisqu'on terminait le rassemblement à vue quand même, ça me paraissait, disons, assez grand, une 30 ou 40 de mètres. Ah oui, quand même. Oui, un truc assez, un bon volume. Et je peux dire entre 1 km et à 300 mètres de moi. Solide, pas solide, carrosserie, pas carrosserie? Non, ça n'a pas l'air solide. Alors là, d'abord, ma première réaction, c'était d'appeler le contrôle au sol en disant, bon, écoutez, on fait des bêtises, là où il y a un avion de ligne qui est en train de passer. Et oui, on va avoir un Airbus, on va avoir des complications, là. Et je commence un peu à engueuler le contrôleur, je dis, attendez, vous venez dans quelle zone, là? Et le gars dit, mais moi, monsieur, j'ai votre contact, j'ai votre bon contact de vous et votre collègue, mais j'ai rien au radar. Et alors là, je préviens mon équipier qui arrivait à 4 ou 5 nautiques, 7 ou 8 kilomètres. Et je dis, est-ce que tu vois ce que je vois? Mais il me dit, bien sûr, oui, attends, il y a un avion de ligne, là. Enfin, il y a quelque chose. Ouais. Et pour nous, c'était évident que ça pouvait être qu'un avion, ça pouvait être un objet volant, mais alors là, on puisse voir passer, quoi. Est-ce qu'il y a une bonne visibilité cette nuit-là? Ouais, c'était noir, c'était sombre, mais c'était bonne visibilité. C'était clair. Dégagé. On était à vue. Quelle réaction vous avez eue à ce moment-là? Est-ce que vous avez eu peur, tout simplement? Non, la peur, c'est de se dire, bon, si on est en train de faire l'exercice avec un avion de ligne qui passe,
va falloir donner des explications, on risque d'avoir des ennuis. Parce que c'était déjà la sécurité des vols. Il y a des zones réservées aux militaires, réservées aux avions de ligne. Donc là, pour moi, il y avait un conflit. Et quand vous avez su que c'était pas un avion de ligne, vous avez eu quelle attitude? Vous avez été curieux? Oui, curieux. Donc, curieux, parce que si vous voulez, cette chose-là était entre nous deux en position d'observation. Vous voyez, comme aurait dû terminer d'ailleurs mon collègue, en position d'observation, mais je ne sentais aucun mouvement hostile. Et ça n'avait rien de menaçant, quoi. Qu'est-ce que ça fout là, en fait, ces choses-là? Vous avez tenté de le poursuivre, de l'approcher, qu'est-ce que vous avez fait? Tout à fait, oui. Donc, mon collègue, mon équipier me dit, mais je vois très bien, on rappelle le contrôleur au sol, qui dit non, moi j'ai rien, je dis bon, allez, on met la post-combustion et on saute dessus, quoi, parce que notre mission aussi était la police du ciel. On était là aussi pour que le ciel de France ne soit pas traversé ou envahi par des gens, comme on ne traverse pas votre jardin sans votre permission. Donc là, on rentrait dans la mission d'un pilote de chasse, c'est d'aller identifier, puisqu'en fait, notre mission nous apprenait à aller intercepter des avions pour les identifier. Donc ça tombait bien. Parfait. C'est parfait. On retombait dans un sens pratique. Alors la post-combustion et boum, un beau virage relatif et on se met aux fesses de cet objet volant. Qui fait quoi? Qui fait le camp, qui disparaît. Je veux dire, une accélération fulgurante. Que je ne pense pas que ça existe encore maintenant. Je veux dire, c'est comme une mouche, je vais essayer d'attraper. Un éclair, quoi. En 3 secondes, elle est passée. Même la navette spatiale, c'est pas ça, quoi. Même pas. Je veux dire, j'ai encore l'image, et ça démarre d'une vitesse relative zéro à une accélération fulgurante. Ça départ dans la seconde. Alors, vous comprenez que quand on entend des choses comme ça, on se pose des questions. Quand vous pilotez, vous avez des masques à oxygène. Il n'y a pas un problème de réglage On a eu droit à don, mais c'est pour ça que je précisais. Puisque bon, il faut savoir que cette histoire-là, je l'ai gardée, on n'en a pas parlé. Quand on s'est posé, ça a duré 3 fois le phénomène, celui-là. Vous l'avez vu réapparaître 3 fois? On a repris l'entraînement, et 3 fois de suite. Le même phénomène, c'est-à-dire cette chose-là revenait, apparaissait, on ne sait pas d'où. 3 fois, on est bien d'accord, c'est 3 fois de suite, la même nuit. Voilà, la même nuit. Et à chaque fois, ça avait la même forme? Ça réapparaissait, c'était la même configuration et qui venait nous observer alternativement sur le collègue ou sur moi. Et à chaque fois, le contrôleur, envoyez-vous quelque chose? Non. Bon, alors pourquoi pas de problème de masque à oxygène? Parce qu'on pourrait penser ça. Oui, mais on ne filme pas. Je veux dire, même si on avait filmé un pétard chacun, on n'était pas dans le même avion et pas les deux à la fois. Ah non, moi je pensais pas à ça. Je pensais simplement mais je veux dire, vous avez raison, on peut avoir des hallucinations dues à la haute altitude, dues à la gestion d'oxygène, un peu pollué, etc. Non. Et en plus, ce qui est important, c'est qu'on était chacun dans un avion séparé. Donc à des kilomètres l'un de l'autre, sauf à la fin. Donc on l'a vu en même temps, si vous voulez. Ok, vous vous posez, vous êtes tous les deux pilotes confirmés, vous discutez, vous vous dites quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Donc on en parle ou on n'en parle pas? Alors il faut savoir qu'à cette époque, c'était un peu encore la guerre froide, et quand ces phénomènes-là on en parlait, les côtés russes pensaient que c'était les Américains peut-être qui auraient trouvé le nouveau prototype du siècle, plasma, enfin toutes les énergies considérables de l'époque, ou les Américains qui pensaient que c'était les Russes, vous voyez, et puis nous les Français on disait ils ont trouvé quelque chose. Et on est au milieu de tout ça, c'est des essais militaires et on comprend rien. Et on comprend rien. Alors non, mais c'est pas tout à fait ça, c'est qu'on s'est dit bon, si on fait un rapport circonstancié, et je dis pas ça pour discréditer ni la politique de mes chefs de l'époque, mais on se dit, si on raconte de ça, alors 2 choses l'une, on est mis en observation, un peu secret militaire. Ils sont bizarres ces gars-là. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? On veut savoir et après on n'en parle plus. Ou on va directement chez le Toubib, pour dire les gars, on va examiner vos émissions cérébraux parce qu'il y a un bug. Et d'un commun accord, on a dit bon, on va encore passer, vous voyez. Et d'ailleurs ces réactions persistent parce que moi j'en ai pas parlé, on en a pu parler après. Alors, il y a 2 choses également, c'est que des fois dans les conversations en fin de soirée, des gens se disent moi j'ai vu des choses, mais quand cette chose-là est apparue, parce que j'ai fait une émission il y a quelques temps, et la gouvernante de mon fils qui a vu l'émission m'a dit mais monsieur Crine, mon colonel, vous avez fumé la moquette là. Vous voyez, donc c'est la réaction immédiate et populaire. Alors cette observation, vous l'avez effectuée il y a plus de 30 ans. Vous y repensez tous les jours? J'y repense de temps en temps. Alors, c'est là, on parlait tout à l'heure, mon prédécesseur parlait bien, après il y a un effet subjectif, émotionnel, il y a une croyance qui se fait. Moi, il y a des moments, je me disais, si c'était vrai que ça soit des extraterrestres ou un autre monde, ou un autre mode de pensée, il y a des moments, je me disais, ça serait vachement chouette. Puis, en autre côté, je me dis, bon, t'emballes pas. Hein. Et alors, ce qui est drôle marrant, la réflexion que j'avais, c'est que dans notre culture à nous, si on voit des films ou des romans, les extraterrestres sont toujours des agresseurs. Alors que nous, si on va dans l'espace, on va apporter la paix ou voilà. Et ça, c'est très manichéen aussi dans notre culture. Parce que vous pensez que s'il y a des extraterrestres, ils peuvent être sympas, juste venir nous voir pour voir. Je préfère les imaginer sympas, mais c'est comme toutes les formes d'énergie, elles sont, je dirais, antagonistes. Donc il doit y avoir du bon et du mauvais. Enfin voilà, c'est la philosophie. Avec 30 ans de recul, quand vous repensez à ce qui s'est passé, est-ce que vous vous dites, tiens, j'ai vu ça, j'ai vu un objet volant non identifié, ou est-ce qu'aujourd'hui encore vous vous posez plein de questions? Je me pose toujours les mêmes questions, c'est que ça ne correspond
Ça ne correspondait pas à l'époque de mon observation et ça ne correspond toujours pas à ce que ma culture aéronautique, moi, bon, qui est ce qu'elle est. Bon, j'étais pilote de chasse, pilote de ligne, enfin bon. Vous dites, il y a un antagonisme entre ce que vous avez vu et votre formation de pilote. Voilà. Quoi. Et je me dis, j'ai pas d'explication à donner. Je trouve pas la réponse. Quoi. Je veux dire, bon, on m'aurait dit, écoute, c'est un prototype, vous voyez voler un Sukhoi 29 maintenant avec le domaine de vol ou un Rafale, vous avez la démarche scientifique qui amène à cette chose prodigieuse. C'est peut-être encore possible qu'il y ait eu à ce moment-là des essais militaires et que vous l'ayez pas su. Oui, mais je veux dire, on n'a pas encore vu avec tout ce qu'on peut imaginer, les progrès qui vont arriver dans la propulsion, dans le déplacement dans l'espace. Moi, ce que j'observais dans le déplacement de dans cet engin ou de cette chose, qui est encore d'une fulgurance rare. C'est pire, c'est la vitesse de la lumière, quoi, et encore. Donc, est-ce que ça veut dire que vous croyez, je ne sais pas si le verbe est bien choisi, que ça... L'armée américaine, très vite, s'intéresse aux affaires, parce qu'il y a violation de l'espace aérien, en 1947, et il lance une enquête tout en disant au public... dormez tranquille, il n'y a rien à étudier. Dormez bien, bonnes gens, il ne se passe rien. Voilà, donc il y a une ambiguïté fondamentale entre le fait qu'ils mettent en place un programme secret et le fait qu'ils disent au public qu'il n'y a rien.